autochtone. C'est dans le cadre de nos activités régulières, en tout cas de différents mois, que nous avons donc voulu comme ça vous inviter à prendre part à cette dernière activité, afin d'échanger avec vous, mais surtout en tout cas afin de vous présenter ces beaux romans, qui nous viennent d'un auteur qu'on ne présente pratiquement plus de notre livre. Il y en a beaucoup qui le connaissent déjà aussi de notre côté ici, mais ce sera aujourd'hui une grande fête parce que nous allons tous le découvrir aujourd'hui. On va célébrer à la fois son roman, mais aussi à la fois l'auteur. Je prends la parole pour vous dire ces mots de bienvenue au nom de Madame la déléguée Catherine Brahi, qui est empêchée parce qu'elle se trouve en ce moment en Belgique. Mais rassurez-vous qu'elle est de cœur avec nous parce qu'elle tenait absolument à ce que cette activité ait lieu et elle tenait absolument en tout cas à rencontrer finalement M. le ministre qui est l'auteur de ces romans. La deuxième recension sera faite par le critique littéraire professeur Prosper Boubarika. Il est là avec nous et je le prie en tout cas voilà, de se lever. On va l'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît. Professeur Prosper Boubarika. Et celui qui nous permet en tout cas de nous réunir aujourd'hui, c'est bel et bien Monsieur l'auteur, le ministre Henri Djobo, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Il nous vient de Brazzaville, tout fraîchement, en tout cas il a fait sa traversée ce matin. Et juste après ici, il va regagner encore notre livre. Il tenait absolument à ce que son livre soit présenté aussi ici à Kinshasa. Et donc nous lui avons réservé en tout cas cet accueil. Monsieur le ministre, j'espère que l'accueil est chaleureux, n'est-ce pas? S'il vous plaît, l'Assemblée. Nous vous aimons beaucoup, monsieur le ministre, nous vous aimons beaucoup. Je rappelle que monsieur Henri Djobo est aussi président deux écrivains du Congo. Hein, pas de Brazzaville, mais du Congo, en tout cas, de tout le Congo. Voilà. Et il est auteur de plusieurs publications. Je crois que David Mouteba reviendra dessus, dans son résumé. Mais aussi, il n'est pas venu seul, en tout cas, il n'a pas fait sa traversée tout seul. Il est accompagné par un professeur, en tout cas, hier je disais aux amis, un patriarche, on va dire ça comme ça, de la littérature congolaise. En tout cas, nous sommes très heureux de le compter ce matin parmi nous, professeur Kadiman Josi Papa, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut vraiment accueillir ça? Merci beaucoup, professeur Kadiman Josi. Vous représentez pratiquement plus, en tout cas, tout le Congo frôlé ici. On dira sûrement deux, trois mots quand on passera la parole pour un témoignage à l'occasion de cette activité. Voilà, trêve de parole pour ma part. On va rapidement passer à l'essentiel. Je vais inviter ici à prendre la parole le tout premier recenseur. Il s'agit de monsieur, s'il vous plaît, la technique. Monsieur David Mouteba, qui va justement présenter un résumé de cet ouvrage, mais aussi l'auteur. Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, je suis très radieux de participer à cette activité. Je me rappelle quand M. Richard m'a appelé pour m'en tenir informé et en précisant évidemment sur la présence de quelques figures littéraires, disons des figures importantes de notre littérature, entre autres l'écrivain, le célèbre écrivain, dois-je le dire, que j'ai eu la chance de voir pour la première fois, si je me rappelle bien, lors de la 7e édition de la fête du livre qui s'est tenue à l'Université de Kinshasa. J'étais très ému de le voir. J'avalais comme un petit enfant ses paroles. Aussi, j'admirais beaucoup la poésie du sage gestuel. Il s'agit tout à fait du professeur Kadima Nzoji. Là, j'étais académiquement, je pense, en G2, très jeune. Les voir encore ici, en tout cas, c'est une grande jubilation. Et une fois de plus, je demande avec beaucoup de respect et d'humilité de faire un peu de bruit pour ces événements.
Je disais que quand M. Richard m'a rappelé, un sentiment de peur m'avait saisi du coup. Je me disais, est-ce que serais-je en mesure de dire quelque chose en présence de tous ces éminents hommes de lettres? Et ça me surprend d'ailleurs, je ne sais pas comment expliquer le courage avec lequel, la sérénité avec laquelle je m'adresse voilà, à ces lettrés. Merci beaucoup. Comme M. Richard m'a remis ce livre, je le lis un peu de par la page de couverture, Gaï ou l'affaire autochtone. Du coup, je me suis rappelé une œuvre d'un classique français, Bernadette de Saint-Pierre, Paul et Virginie, c'est le titre de son livre. Dans Paul et Virginie, par la vie, je dirais, l'idylle de deux jeunes gens qui s'aiment éperdument. Mais au-delà de cet aspect dans l'ordre de l'amour, c'est un roman, je dirais, qui fait l'éloge de la nature. Effectivement, quand j'ai vu la couverture, qui met en évidence, n'est-ce pas, une grande forêt, si je dois le dire ainsi, disons une ceinture verte d'après les écologistes, je t'ai dit, justement, dans ces romans, il s'agit de l'éloge de la nature, où l'auteur parle justement de la nature. Alors, quand je suis entré dans les ruelles de ces romans pour voir de quoi s'agit-il effectivement, je rencontre une autre réalité. Alors, de quoi parle ce roman? Ce récit est une bouffée de parfums exotiques, d'une part. D'autre part, un récit qui peint l'amour de Joseph Niamo et d'une jeune dame d'une beauté saisissable, Gaï. Joseph Niamo a fait ses études à Brazzaville, il est natif de là. Il sera embauché pour enseigner pour les comptes de l'État. Et plus tard, il sera promu directeur. Mais il doit aller au fin fond du village, d'un certain village géographiquement loin de la capitale Brazzaville, justement pour diriger une école. Arrivé là-bas, on lui donne un grand festin justement pour célébrer sa venue. Mais pendant la fête, notre héros Joseph Niamo rencontre une jeune femme qui s'appelle Gaï. C'est le titre, je rappelle, de cet ouvrage. Alors, il est complètement tombé amoureux de cette femme. Mais il y aura des mesures de coercition. C'est-à-dire la communauté dans laquelle il vit ne lui permet pas de pouvoir donner libre cours à cet amour, c'est-à-dire de pouvoir aimer cette femme-là. Pour la simple raison qu'elle est autochtone. Donc les Bantous ne s'allient pas aux autochtones. Compte tenu de cette marginalisation, il va se mettre, voilà, à plaider la cause des autochtones, justement pour gagner son grand amour, Gaï. Les chefs du village vont s'opposer à cette union. Ils ne voulaient pas assez que Joseph Niamo puisse se marier avec l'autochtone. Et il va lui imposer le mariage avec sa fille. Sa fille s'appelle Marie. Mais celle-ci n'est pas assez ravissante pour émouvoir les cœurs du héros Joseph Niamo. Et comme la nature sait faire les choses, le chef du village va mourir et cela va permettre à Joseph Niamo de pouvoir officialiser sa relation avec Gaï après avoir été soumis à des épreuves d'ordre coutumier avant de pouvoir la conquérir complètement. C'est ce qui est raconté dans ces romans. Juste un mot. En observant délectablement, je dirais, ce texte, d'abord on croirait qu'on a affaire à une littérature verte, je me répète, mais
le thème principal de ces récits, c'est le thème de l'amour. Mais au-delà de cet aspect-là, disons au-delà de cet aspect esthétique, au-delà de l'amour qui est peint, au-delà de l'éloge fait timidement ou rapidement à la nature, c'est un roman, je dirais un roman engagé, un roman qui nous invite justement à beaucoup réfléchir sur les problèmes qui rongent nos différentes sociétés. Dans les cas d'espèce, la société dans laquelle vivaient Gaï et Joseph Niang. Les autochtones, évidemment, étaient marginalisés. Les autochtones, on ne leur permettait pas d'assumer certaines responsabilités et l'auteur en parle dans ce récit. Voilà rapidement ce que j'avais à dire sur les romans d'Henri Tchombo, dont le prénom me rappelle d'ailleurs une grande figure de la littérature de l'autre rive, Henri Lopez. Merci, je limite. Quasiment par effraction, dans l'univers imaginaire des mots concaténés par le génie d'un écrivain qui pourtant a fait du chemin et que je découvre avec vous pour la première fois là, maintenant, et à travers son déjà 10e roman. J'insiste parce que moi je n'en suis qu'au 8e, je rêve d'arriver au 10e, mais ça n'est pas toujours facile. On peut aussi vous applaudir très fort. Bolivissime, parce que je dois implorer votre indulgence pour cette déconvenue. C'est la première fois que je découvre un si grand écrivain avec une moisson très grande d'œuvres. Mais que faire dans une Afrique, terre de la culture, où la distribution et la circulation du livre reste une gageure de taille? Ce que je dis de lui, il le dirait de moi, parce que je suis convaincu qu'il ne m'a jamais lu. On ne sait jamais. Alors, je vais donc, vous l'avez compris, essayer du mieux que je peux d'accomplir ma besogne et vous satisfaire, non pas dans le sens de vous dispenser de l'effort de lire, mais de vous y pousser. Gaï, ou l'affaire autochtone, est une œuvre littéraire. Cette précision est indispensable dans la mesure où je considère à la fois la forme et le fond. Distinction manichéenne, mais qui nous permet quand même de jeter un regard très précis sur l'œuvre. Il est un roman récent, cousu en 203 pages, publié aux éditions LC à Paris en février 2022. Il y a quelques mois. C'est le récit, m'a-t-il semblé, d'une réconciliation laborieuse, difficile, mais absolument nécessaire entre deux communautés condamnées à vivre ensemble, mais que presque tout oppose à travers les vertiges des conflits et tensions internes. On peut citer, comme on le dit dans le roman, l'écologie, la géographie, la sociologie, l'histoire et la culture. Et au sommet de ce récit trônent deux personnages autour desquels se construit une sorte d'antagonisme
venant de l'extérieur. Et on peut dire que ces deux personnages représentent justement les deux communautés en opposition. Vous avez Gaï, l'autochtone, c'est l'éponyme au titre de ce roman, et qui se considère comme tel, c'est-à-dire comme un individu dont les ancêtres sont originaires du lieu où il habite. Et d'autre part, vous avez Joseph Nyamo, le Bantou, descendu et arrivé plutôt, je le dis comme ça, de l'Égypte, du fait des migrations et à la suite des guerres de conquête, comme nous renseignent les historiens de l'Afrique. L'œuvre, telle que l'a conçue son auteur, se structure en 16 chapitres, sans intertitres et d'égale longueur, avec successivement, pour le premier 12 pages, le deuxième 19, 10,5, 8, 7,5, 16,5, 21,5, 13, 6, 10, 6, 12, 12, 10, 8,5, 12,5 de pages. Cette disproportion, on peut dire comme ça, apparente, ne gêne en rien la valeur du livre, car en réalité, tout dépend, on l'imagine, de l'importance de la matière que le romancier traite au cours de ces chapitres. Sur le plan paratextuel, l'œuvre est d'une certaine sobriété, car, excepté bien entendu les mentions octoriales, le titre et son genre, vous voyez là-bas, la maison d'édition, sur la page de couverture, la dédicace où l'auteur rend hommage à ses parents, je cite, sa famille et aux personnes éprises de justice, et les notes figurant sur la 4e de couverture, ce roman reste, on peut le dire, dépourvu de tous autres éléments qui pourraient être considérés comme essentiels du discours d'escorte, comme l'avertissement, l'avant-propos, la préface, la postface, etc., supposés sans doute par lui comme superflus. Chaque écrivain a ses choix dans son rapport à la langue et au monde, mais surtout à son lectorat et au message qu'il veut lui adresser. La dédicace aux parents, et qui n'est pas fortuite, soulignerait un lien, en lien à la problématique centrale de ce roman, un clin d'œil et un attachement à ceux-ci, cela va sans dire, mais aussi à la terre congolaise. Au milieu de sa luxuriance, au milieu de la luxuriance de sa belle flore, est confronté à ses propres défis de progrès intégral. Il n'est qu'à admirer, comme on l'a souligné tout à l'heure, la charmante verdure de la couverture de cette œuvre pour s'en convaincre, et surtout pour se convaincre de la pertinence du code chromatique. Sur la première de cette couverture, en effet, le code iconique renseigne de la présence de deux individus avec, à l'avant-plan, celui qu'on peut considérer comme un Muntu, vu sa haute taille, opposée à celle d'un Mutua, comme on dirait chez nous, communément appelé pygmée, qui se situe après lui. Cette posture et les détails proxémiques sémiologiquement interprétés laissent percevoir une situation de conflictualité.
le grand est devant et en décalage par rapport à lui, le petit. L'autochtone s'égaye. On dirait qu'il est en retrait, alors qu'il devait occuper le devant de la scène, accaparé par celui que l'on supposerait être Joseph Nam. Ces premiers éléments d'un antagonisme, on va les découvrir au fur et à mesure de la lecture. Ainsi, en raison de la sobriété sus-évoquée, sans se faire autrement prier, le lecteur accède de plein pied à la diégèse textuelle qui s'ouvre sous ses yeux hagards. L'exercice en vaut la chandelle. Pour nous, c'est une grâce de vous avoir ce matin. Donc, je voudrais comme ça, avant de procéder au baptême du livre, vous poser deux petites questions. Voilà, avoir la chance de vous rencontrer, ça nous permet aussi de savoir un peu plus sur la genèse de ces romans. L'affaire autochtone, le Moutou face au Moutois, hein, je peux prononcer pour ceux qui parlent cas. Je le sais aussi que vous êtes ministre de l'Environnement. Est-ce que c'est par là que tout est parti? Est-ce parce que vous êtes en tout cas appelé à gérer un peu ce domaine-là, que vous vous êtes dit, bon voilà, puisque vous n'êtes pas quelqu'un de discours, vous êtes en tout cas un auteur engagé, que tous vos œuvres, comme ça, un engagement en tant qu'écrivain. Parlez-nous un peu de la jeunesse de ces livres et aussi de cette aventure, pour moi, c'est où vous en êtes arrivé professionnel. Je voudrais avant tout vous remercier tous de votre présence ici. Pour nous, cette éminence assemblée pour la présentation de ce livre, pour son baptême. Et remercier et féliciter les présentateurs de cet image. J'avoue que moi-même, j'ai été emporté par cette présentation parce que quand j'ai fini d'écrire, que j'ai livré à la page blanche ce qui était enfermé dans ma tête, j'ai comme l'impression de m'en libérer. Donc je n'y pense plus. Et je me demande même si je sais ce que j'ai dit. Je peux le dire schématiquement, mais ne me piégez pas en posant des questions de détail. Non pas que je n'en serais pas l'auteur, non. Parce que justement, quand on a fini une mission, il faut entamer une autre. Rester accroché au passé peut vous faire rater des opportunités et commettre des accidents. Ne regardez pas trop le rétroviseur, parce que ça peut vous causer des déconvenus. Bon, comme il arrive à tout auteur d'être inspiré par un sujet, de vouloir en parler, personnellement, je ne sais même plus comment c'est arrivé de parler des autochtones. Mais au fond, vous avez eu un peu raison de dire que je suis écologiste, environnementaliste et tout ça. Et dans cette salle, il en existe d'autres qui ont défendu la cause des autochtones d'Afrique centrale. Je vois mon ami Nicole Mouloko qui est assise ici, du Gabon. Ah, et nous avons défendu ensemble cette cause. Nous avons créé une initiative connue en Afrique centrale, le Forum international sur les peuples autochtones, qui s'est tenu
en 4 éditions au nord du Congo, à Ifondo. Et dans ce livre, on parle d'Ifondo. Parce que là-bas, pour la République du Congo, c'est le département le plus représentatif des autochtones. J'étais enfant lorsque mes parents avaient dans la famille des autochtones. Et leurs enfants étaient mes amis. Donc je suis un peu familier à ce milieu. Mais je me rends compte que le temps passant, la qualité des relations entre les autochtones et les Bantous ne change pas. Il y a une situation de domination permanente. Et lorsqu'on dit qu'il y a une cohabitation entre familles Bantous et autochtones, les Pygmées, mais cette cohabitation est faite d'exploitation de l'une par l'autre des communautés. Les autochtones vont être utilisés comme de vifs travailleurs. Ces gens qui doivent aller chasser, peut-être pas pêcher parce que ce n'est pas dans leur culture la pêche, mais surtout la chasse. Ils vont cultiver les champs pour les autochtones, pour les Bantous. Et moyennant une rémunération dégradante qui renseigne bien sûr sur la nature des maîtres. On ne peut pas vivre toute une vie avec la connaissance de cette réalité et continuer à rester indifférent. C'est cela aussi qui nous a motivés pour lancer l'initiative sur les peuples autochtones d'Afrique centrale. Donc l'affaire quitte le Congo Brazzaville pour conserver l'ensemble du bassin. Et je me souviens encore lorsqu'on nous disait oui, mais vos autochtones, vos pygmées, on ne les trouve pas au Tchad ou ailleurs. Mais le problème n'était pas seulement des pygmées, des Akas. C'était concernant une minorité de la sous-région qui était exploitée et qui ne bénéficiait d'aucun droit, d'aucune protection, et vers laquelle il fallait voler au secours. Vous voyez, je vous transmets mes émotions. Alors donc le processus s'est développé et s'est arrêté subitement en 2014. Parce que les acteurs qui m'ont remplacé ont maintenu la flamme. Je peux même dire qu'ils l'ont éteinte. Mais fort heureusement, aujourd'hui, nous pouvons considérer que la CEAC va prendre en main ce dossier pour faire du feedback un centre qui existe déjà là-bas, à Ifondo, comme un grand projet de la sous-région concernant la question autochtone. Donc, il y a quand même eu des motivations qui nous ont amenés à être inspirés par ce sujet. Et maintenant, oui, d'accord, on peut y penser, on peut mettre par où commencer, qu'est-ce qui peut se passer pour produire un roman sur la chose. Vous comprendrez que de A à Z, il s'agit de la pure fiction narrative. Donc il n'y a pas une situation personnelle que j'aurais vécue, ou comme dans certains livres, on pense qu'il s'agira d'autobiographie. Non, c'est de la pure émotion. Vous n'avez rien à voir avec Joseph Dunia.
j'ai quelque chose à partager avec Joseph. Ne dites pas que vous avez rencontré une fois Gaï. Je souhaiterais la rencontrer un jour. Est-ce que j'aimerais le temps? Voilà. Quand j'étais jeune, c'était sûr que j'allais rencontrer le Gaï. Même beaucoup de Gaï. Bien. Alors, donc c'est de l'imagination pure qui est contenue dans cette page. Et j'ai tissé ce récit. Disons, avec une sorte de travail d'orfèvre. Donc, je n'invente rien, je ne crée rien, je prends à la nature ce qui existe, je façonne et je présente. Voilà ce que... Et pour permettre justement que l'on résolve le problème qui oppose ces communautés, il y a des solutions. Des solutions qui sont proposées. Et peut-être qu'elles ne suffisent pas, mais il faut les creuser pour pouvoir arriver à quelque chose de positif. Heureusement que nous sommes entre nous ici, tous les Noirs. Mais que reprocherions-nous aux Blancs qui nous ont soumis à l'esclavage, aux colons qui nous ont soumis au colonialisme, aux pays du Nord de nous soumettre au néocolonialisme, quand nous-mêmes, nous ne voulons pas nous départir d'idées partisanes, de pratiques, de mauvaises pratiques sur la personne humaine, parce qu'il s'agit de ça. Si l'on sait que la personne humaine est sacrée, pourquoi vouloir faire le mal à cette personne? Une petite histoire, professeur, sur vous mourir dans 10 jours. Et cette affaire de titre qui renvoie un peu comme ça aux histoires, entre guillemets, mystiques, pas toujours mystiques, mais vous avez un peu cette tendance-là à titrer vos œuvres de la sorte, je ne sais pas pourquoi. Je crois que celui qui peut déjà en témoigner, c'est le professeur Djoum Simba, qui connaît très bien le premier roman sur la braise, qui a été présenté plusieurs fois ici à Kinshasa, à Brazzaville. Lui, enfin, ensemble avec le professeur Kadima. Bon, sur la braise, c'est l'affaire d'un chef d'entreprise qui a des problèmes énormes au travail. Il a contre lui tous ses collaborateurs, il a contre lui la tutelle ministérielle parce qu'il s'agit d'une entreprise d'État, il a contre lui les syndicats, il a contre lui la rue, il a contre lui sa femme, il a contre lui le monde entier. Mais il ne doit pas se justifier par cette situation d'agressivité directe pour échouer dans sa mission de manager. Donc il faut que contre le vent des marées, il se batte pour accomplir sa mission. Et il va l'accomplir. Si on n'a pas que des amis, peut-être même pas beaucoup d'amis. Et que on est soumis, comme dans l'entreprise d'État avec Joseph Niamo, des coups bas, il y a des choses qui se passent. Non, qui ne dépendent pas de vous, mais c'est les autres qui animaient de mauvais sentiments à votre égard, qui s'acharnent contre vous. Il faut qu'ils en finissent avec vous. Alors, donc, pour essayer de l'exprimer, j'imagine quelqu'un, un chef d'entreprise, toujours chef d'entreprise, à
rentrant à la maison, trouve sur sa table une enveloppe. Il lui est destiné. Il va l'ouvrir et tirer une feuille de papier où il n'y a qu'une ligne qui est écrite. Vous mourrez dans 10 jours dans des conditions inconnues, accompagné d'une balle de pain. Mettez-vous à la place du héros. À partir de ce moment-là, du premier jour, du premier instant, jusqu'au 10e jour, comment allez-vous vivre? Qu'allez-vous faire? Vous voyez, c'est un thème de dissertation. Absolument. Que chacun peut développer à sa manière. J'ai choisi la mienne. Mais c'est un sujet intéressant pour les psychologues. Avant que les gens viennent voir ces enfants, il faut que nous puissions couper le cordon ombilical qui vous lie à votre dernier enfant. Et pour couper ces cordons ombilicaux, la tradition chez nous, c'est justement de porter cet enfant au fond baptismal. Donc on va devoir le baptiser et on va se choisir une personne dans la salle. Nous avons pensé à quelqu'un, voilà, puisque la salle est remplie d'hommes. On va prendre une femme. Bien sûr, vous êtes d'accord? C'est un cocktail spécial, hein? Vous aurez la chance de goûter juste un bouchon. C'est tellement spécial. Merci Richard. Je suis aujourd'hui la marraine d'un 5e ouvrage et à chaque fois, c'est improvisé. Mais je suis très fière parce que je ne crois pas au hasard. Nous avons avec Brazzaville quand même des liens assez profonds et personnellement, j'assume en ce moment le secrétariat général de la COSPECO, qui est la commission spéciale de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. De ce fait, je me sens d'autant plus honorée d'être la marraine d'un ouvrage d'un illustre écrivain venu de l'autre rive. Et donc, je vais le baptiser, mais comme toujours, je l'ai dit plusieurs fois à Richard, je n'aime pas vraiment parler de baptême, j'aime parler d'envol. Parce que, comme vous l'avez dit, une fois que l'enfant, le bébé est né, il ne nous appartient plus vraiment. Et le souhait est qu'il puisse voyager. Là, c'est déjà fait, il a traversé la rue. Et nous espérons qu'il puisse encore aller beaucoup plus loin et porter surtout ce message tellement important, qui est celui de l'humanité. Parce qu'au-delà de tout, le combat pour les autochtones, c'est avant tout un combat pour le respect de l'humanité. Donc, je baptise aujourd'hui, je donne plutôt l'envol aujourd'hui à Gaï. Et Gaï, nous te demandons d'aller aussi loin que tu peux et de porter cette voix de l'humanité, non seulement en Afrique, mais aussi partout dans le monde. Voilà. Applaudissez très fort. Est-ce qu'il faut goûter au champagne ou bien... Il faut goûter au champagne, madame. C'est vrai. Goûte un peu au champagne. Voilà, c'est bon. On applaudit très fort quand même. C'est fort, hein? C'est bon. Je vous le dirai tout à l'heure. C'est une création personnelle. Je voudrais vous poser la même question
M. Ali a posée indirectement, parce que quand je suis votre exposé, c'est la question que j'ai formulée en tête. Veuillez nous dire votre secret, comment vous arrivez à concilier les 3 casquettes que vous portez. Vous êtes homme politique, diplomate et romancier. Alors, comment vous arrivez à concilier les 3? C'est pas aussi facile que ça. J'allais souhaiter poser une question en rapport avec le texte, mais comme je ne l'ai pas vu, je n'aime pas m'aventurer avec ça. Mais quel est votre secret? Parce que c'est pas facile. Quand on est dans la politique, c'est notre monde. Est-ce que j'ai une relation particulière avec Semen Ousmane? Semen Ousmane est un grand écrivain, un aîné dans le domaine de l'écriture. Nous avons lu ses livres et il figure parmi les classiques de la littérature africaine. C'est ce qui peut nous inspirer aussi à un moment donné, mais ne courez pas derrière des auteurs et des styles. Vous risqueriez de ne pas être vous-même. Pensez par vous-même, frayez-vous un chemin, avancez à pas sûr. C'est vrai qu'on trébuche souvent, mais c'est pas grave, vous êtes courageux puisque vous avez décidé d'écrire. Avancez, allez-y. Et il peut y avoir donc des similitudes comme il le révèle. Mais non, pendant que j'ai écrit ce livre, je n'ai pas relu Semen Ousmane. Quant à Gali et Niamou, bon, c'est vous qui m'apprenez que Gali est un village ou une cité en Océanie. Non, je ne savais pas et c'est un nom que j'aime. En me disant Gali, en Baka, ça peut être courant peut-être, ça peut être proche d'une certaine réalité. Niamo, c'est pareil. Niamo. Mais en faisant de sorte à ne pas emprunter des noms communs, des noms usuels. Sauf Joseph, c'est un vrai nom français. Mais Niamo, c'est son patronyme, et il n'y a pas d'autre Niamo sur la terre. Alors, c'est donc mon Niamo, c'est donc mon héros. Très bien. Prenez-le comme ça solo. Merci beaucoup. La péripétie du secrétaire général. Le secrétaire général, bon, on n'a pas tout dit. C'est que la soif du savoir a hanté la famille Niamou. Donc, Gaï et son mari et les enfants se sont mis vraiment à l'école du savoir. Ils se sont entraînés jusqu'à l'université. Et ils sont devenus tous des sociologues, spécialistes de la question autochtone. Et ils ont écrit beaucoup de publications qui sont arrivées aux Nations Unies, comme le professeur l'a dit, et qui ont retenu l'attention de la haute autorité des Nations Unies. Avec une expérience qui s'est réalisée dans leur village d'origine lorsqu'il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre entre autochtones et bantous. Mais en fait, c'est les bantous, toujours belliqueux, qui cherchaient à tuer les autochtones. Mais les autochtones se cachaient dans leur environnement, dans leur univers. Et les bantous ne les voyaient pas, ils ne pouvaient pas les voir. Mais comme ils ne les voyaient pas, ils se disaient sûrement qu'ils se cachaient derrière les arbres. Alors avec les armes à feu, ils tiraient n'importe comment, partout, jusqu'à s'épuiser les munitions. Alors que les autochtones, avec une petite flèche, les touchaient. Même pas pour les tuer, juste pour leur donner des démangeaisons, les fatiguer. Au bout d'un mois, vous vous rétablissez.
C'était pour anéantir l'animosité, la force agressive des Bantous. Ils ont presque gagné la guerre, mais la guerre a été déclenchée par le chef du village qui s'appelait Tama, un chef autocrate, quelqu'un de très violent, imbu de lui-même. Et lorsqu'il dit qu'il va marier sa fille à Nyamo, mais Nyamo n'en sait rien. Il se vend partout qu'il y aura les hôtes parmi ses invités, les hommes les plus influents du monde, dont le secrétaire général des Nations Unies, dont les présidents des 10 plus grandes puissances du monde qui viendront au mariage de sa fille. Mais tout ça, c'était de la mythomanie. Vous savez que d'abord, il n'avait envoyé aucune invitation à personne, mais il le chantait partout. Et il se disait, voyez vous, vous me sous-estimez, mais je suis connu partout. D'ailleurs, si vous voulez, j'appelle l'empereur du Japon. Devant vous, vous saurez qui je suis. Vous voulez? Non, non, chef. Nous croyons, c'est vrai. Bon, voilà, c'était quelqu'un comme ça, un mythomane qui a provoqué la guerre. Mais après, quand les Bantous se sont rendus compte, non, et à la fin de la guerre est finie parce qu'on a tué ce chef-là, Tama. Il a été tué par ses propres forces. Parce qu'il était d'une cruauté terrible. La guerre finie, il faut réconcilier les hommes. Et il y a eu une longue consultation. Il ne faut pas tout nous dévoiler, monsieur le ministre. Une longue consultation intercommunautaire. Gardez le secret, on doit dévoiler les noms. Et c'est le résultat de cette consultation qui a été obtenu là, qu'ils ont développé scientifiquement pour proposer aux Nations Unies un projet mondial, un projet universel pour la protection et l'émancipation de toutes les femmes du monde entier. Alors la toute dernière est là. On passe, ça vient de Eric. Pourquoi venir ici à Kinshasa et spécialement à la bibliothèque de Bruxelles pour présenter votre 10e roman? C'est ça la question. J'ai présenté le premier roman de la Kinshasa, que je l'ai dit tantôt, avec les deux illustres professeurs. Je pense le mort vivant également, ici à Kinshasa. Beaucoup d'émissions dans la télévision A2, il y a A+2, il y a A2, une télé, antenne A, beaucoup d'émissions ont été réalisées et donc le monde culturel et surtout intellectuel de Kinshasa connaît un peu, et bon, pourquoi Kinshasa? Vous avez raison même d'avoir posé la question, parce que ce livre n'est pas encore présenté au Congo. A pris bonne note, hein. Professeur Oli Bouyadamou, on va présenter l'auteur rapidement. Mais avant ça, donc, je signalais au début de cette activité que le ministre n'a pas traversé seul. Il est venu avec voilà, celui qui a martyrisé son premier livre. J'ai remarqué que pratiquement 90% de vos livres ont été édités aux éditions Emma, le professeur Kadima Josi. En tout cas, nous sommes très honorés, papa, de vous recevoir ici à Kinshasa. Et donc, je vous prie de prendre la parole pour attirer l'amour, en tout cas, à l'occasion de cette activité. Je suis très heureux d'être là à l'occasion de la présentation de Gaï ou l'affaire autochtone. Et je voudrais commencer par là, dire que Henri Diombo, l'auteur de ce livre, est un écrivain congolais de Brazzaville, et non de moindre. Aujourd'hui, il est quasiment impossible d'écrire l'histoire de la littérature africaine francophone en l'oubliant, sans le mentionner. Il s'est imposé à l'attention de la critique, son œuvre s'est imposée à tout le monde, à l'humanité. Il est lu partout,
Il y a des travaux universitaires qui se font sur son œuvre au Cameroun, en Europe. Dernièrement, c'était une thèse dans une université québécoise, je crois, plutôt que Québec. Donc, ces œuvres sont lues, ces œuvres sont commentées, ces œuvres sont inscrites au programme. C'est un auteur qui a récolté beaucoup de prix littéraires. Ça n'a pas été dit ici. Beaucoup de prix littéraires, un peu partout, en France, en Afrique, Haïti, et il a été nommé docteur honoris causa d'une université africaine. Donc c'est un auteur important, un auteur majeur, un auteur qui a su se frayer son propre chemin dans cet univers complexe, dans cet univers de l'écriture. Je voudrais souligner une chose que je trouve importante, c'est que Henri Diombo a à son actif un essai politique dont on parle peu quand on parle de lui. Il a à son actif 10 pièces de théâtre. On n'a pas fait allusion à cela. Je parle de pièces de théâtre publiées. Sinon, des pièces de théâtre existantes, je crois que c'est 15. Il y a une quinzaine de pièces de théâtre. Il a à son actif 10 romans. Le 10e, c'est celui qu'on célèbre aujourd'hui. Donc c'est un auteur comblé sur le plan de la créativité, sur le plan de la création. Alors je voudrais brièvement, puisque le temps nous est compté, dire un mot du dernier mai. Vous savez, le dernier mai, souvent on le cajole, on le prend dans ses bras, on l'aime. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé pour 2 raisons. La première raison, c'est la thématique m'a paru nouvelle. Quand j'ai dit nouvelle, cela signifie que l'écrivain s'inscrit dans une tradition, mais une tradition qui ne s'est pas beaucoup développée. Il y a eu des œuvres qui ont été publiées avant Gaï. Je pense au centrafricain Goye Midé, qui a publié Le silence de la forêt. Je pense à des auteurs comme Soni Labotansi, qui a publié Dans la vie et demie. Il y a des pages entières sur les pygmées. À l'époque, c'était les pygmées. Je pense à Zonyaba, qui a consacré aussi un livre sur les pygmées. Je pense à Ngoyingala, qui a écrit un essai assez percutant, qui s'intitule Lettre ouverte, lettre d'un pygmée à un bantou. Et j'ai eu le bonheur de préfacer ce livre-là. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Gaï ou l'affaire autochtone et les autres? C'est que les autres nous montrent en fait la chasse aux pygmées. Ce qui domine, c'est les bantous qui pourchassent les pygmées. Les pygmées se cachent, les pygmées s'enfuient, traversent la rivière, donc ils sont sur le qui-vive en permanence. Quand vient Gaï ou l'affaire autochtone, je me rends compte que le temps est différent et la problématique n'est plus tout à fait la même. Parce que ce qui intéresse l'auteur, Henri Diombo, dans ce roman, ce n'est pas en fait la chasse aux pygmées, mais c'est le conflit qui existe entre les pygmées et les bantous. Et son rêve dans ce roman, c'est d'amener les 2 communautés qui vivent ensemble, de les amener à continuer à vivre ensemble, de les amener à pratiquer ce qu'on appelait autrefois la coexistence pacifique. Et ce roman, justement, par des exemples précis,
Première démarche, si vous voulez, pour amener donc le pygmée et le bantou à vivre ensemble et à continuer à se fréquenter, c'est le mariage. Le mariage, Niamo est un bantou et Gaï est une pygmée. Et Niamo, en dépit de préjugés, épouse Gaï, ont des enfants et vont de l'avant. Donc c'est une lutte contre tout ce qui est stéréotype, tout ce qui est préjugé. C'est-à-dire qu'il faut abolir le préjugé. Si on veut vivre en harmonie dans une société, il faut absolument abolir le préjugé. Donc c'est un livre qui est contre le préjugé, quel qu'il soit. Aujourd'hui, c'est le bantou et les pygmées. Ça pouvait être deux communautés ethniques, ça pouvait être deux communautés nationales. Donc il faut bannir, il faut absolument abolir tout ce qui est préjugé. Deuxième point qui m'a séduit, c'est l'intérêt que l'auteur porte à l'école. Le roman commence par cela. Quelqu'un qui a fini ses études, c'est déjà l'école, qui a son diplôme, mais il est au chômage, mais il a la chance d'être recruté, il va donc dans un village, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de former et les autochtones et le bantou, et il met un accent particulier sur l'école. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est que un peu plus tard, il se remet aux études, Niamo. Il veut aller le plus loin possible, parce qu'il sait que la science, il sait que l'école est la clé, l'unique clé du succès et l'unique clé de l'avenir. Il se met à l'école et son épouse, la pygmée, Gaï, lui envoie le pain. Elle fait des études, en fait, tous les deux font des études d'anthropologie. Alors, ils prennent comme sujet de recherche, comme sujet de préoccupation, leur propre société. En dépit de ce que certains anthropologues, certains scientifiques occidentaux disaient, qu'on ne peut pas, un noir ne peut pas étudier sa propre société parce qu'il n'y a pas assez d'existence, ils ne tiennent pas compte de cela. Ils étudient donc leur propre société. Ils produisent beaucoup de travaux sur leur communauté. Ces travaux sont publiés un peu partout. Et ce sont ces travaux qui leur donnent la chance d'aller à l'ONU, d'être reçus et de recevoir la mission qui a été la leur, d'aller essayer de mettre toutes les minorités ensemble, et c'est d'étudier, de trouver une solution des minorités de par le monde. Le troisième et dernier point qui m'a séduit, c'est, comment dirais-je, c'est une leçon d'écriture. Ce livre est une leçon d'écriture. Si vous voulez apprendre à écrire un roman ou à écrire tout court, lisez Gaï ou l'affaire autochtone. Il y a des descriptions, on est bien trouvé des descriptions là, je crois que c'est page, dans n'importe quelle page, il y a de très belles descriptions, surtout quand il s'agit de la nature. Et on voit que l'auteur est un connaisseur de la nature. Évidemment, je comprends, moi je sais que quand la Likoala, ayant vécu au contact permanent avec la nature, avec l'eau, il est tout à fait normal qu'il ait cet amour-là pour la nature, et il parle de la nature avec beaucoup d'émotion et beaucoup de conviction et beaucoup de... On peut prendre n'importe quel passage, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de lire les textes. Prenez n'importe quel passage. Oui, prenez, lisez. On disait habituellement que les autochtones de la forêt ne peuvent pas grand étage. Niamo découvrit une toute autre réalité. Un cinglant démenti aux idées reçues. Un corps harmonieusement ciselé s'offrait à sa vie. Ému, il
perdit un peu de son assurance. Joseph s'est rendu compte que sous l'arcade délicate de ses sourcils soulignés, Il faut bien dire ça parce que c'est très joli. c'est très joli. Sous l'arcade délicate de ses sourcils soulignés, les yeux de la fille oscillaient entre le bleu et le vert. Il regardait sans mot dire, son visage sans maquillage ni tatouage, sa bouche sensuelle, sa poitrine provocante, son cou d'Ibala, ses épaules graciles, son ventre plat, ses doigts délicats, son teint chocolat et ses merveilleux ustensiles. En fait, je n'ai plus rien à ajouter. Je n'ai plus rien à ajouter. Vous voyez vous-même, vous avez entendu. De belle écriture, de belle description, une maîtrise de l'écriture, une maîtrise de l'émotion, une maîtrise de ce que l'auteur dit, de ce qu'il veut transmettre. Donc nous avons affaire à un auteur, un auteur majeur, un auteur. Et c'est pourquoi je m'en voudrais à moi-même si je n'exprimais pas mon sentiment par rapport aux exposés qui ont été faits. Je suis un peu fatigué, vous comprenez, c'est depuis le matin, que la voix lâche un peu, mais c'est pas grave. L'exposé du professeur Oubarika, bon, c'était vraiment, il a su pénétrer l'œuvre et il a très bien rendu. Il faudra nous laisser le texte. Je vois que vous l'avez remis précipitamment dans votre sac. On en aura besoin. L'exposé de mon jeune confrère, David Mouteba. C'est bien. Je vous encourage, peut-être pas le professeur Oubarika, parce que lui, il est déjà au sommet, c'est un chevronnier, mais j'encourage Mouteba et les autres qui réfléchissent et qui travaillent comme lui, de poursuivre leur travail, de poursuivre leur réflexion, de poursuivre leur recherche. Nous avons besoin aujourd'hui de critiques qui parlent de nos œuvres à partir de nous-mêmes. Parler de nos œuvres à partir de l'ailleurs ou de l'Occident, je crois que nous devons dépasser cela. Nous avons qui sont expérimentés, qui ont des choses à dire, il faut qu'ils apprennent à les dire. N'hésitez pas à entrer en contact avec les auteurs, pas souvent les auteurs font peur. Henri Diongo ne fait pas peur. Donc il ne faut pas hésiter, profitez de sa présence ici pour lui poser encore 2 ou 3 questions. Je vous remercie. Merci. Bonjour. Je suis très heureux d'être là à l'occasion de la présentation de Gaï ou l'affaire autochtone. Et je voudrais commencer par là, dire que Henri Diongo, l'auteur de ce livre, est un écrivain congolais de Brazzaville, et non de moindre. Aujourd'hui, il est quasiment impossible d'écrire l'histoire de la littérature africaine francophone en l'oubliant, sans le mentionner. Il s'est imposé à l'attention de la critique, son œuvre s'est imposée à tout le monde, à l'humanité. Il est lu partout. Il y a des travaux universitaires qui se font sur son œuvre au Cameroun, en Europe. Dernièrement, c'était une thèse dans une université québécoise, je crois. Donc, ces œuvres sont lues, ces œuvres sont commentées, ces œuvres sont inscrites au programme. C'est un auteur qui a récolté beaucoup de prix littéraires. Ça n'a pas été dit ici. Beaucoup de prix littéraires, un peu partout, en France, en Afrique, Haïti, et il a été nommé docteur honoris causa d'une université africaine.
Donc c'est un auteur important, un auteur majeur, un auteur qui a su se frayer son propre chemin dans cet univers complexe, dans cet univers de l'écriture. Je voudrais souligner une chose que je trouve importante, c'est que Henri Diombo a à son actif un essai politique dont on parle peu quand on parle de lui. Il a à son actif 10 pièces de théâtre. On n'a pas fait allusion à cela. Je parle de pièces de théâtre publiées. Sinon, des pièces de théâtre existantes, je crois que c'est 15. Il y a une quinzaine de pièces de théâtre. Il a à son actif 10 romans. Le 10e, c'est celui qu'on célèbre aujourd'hui. Donc c'est un auteur comblé sur le plan de la créativité, sur le plan de la création. Alors je voudrais brièvement, puisque le temps nous est compté, dire un mot du dernier-né. Vous savez, le dernier-né, souvent on le cajole, on le prend dans ses bras, on l'aime. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé pour 2 raisons. La première raison, c'est la thématique m'a paru nouvelle. Quand j'ai dit nouvelle, cela signifie que l'écrivain s'inscrit dans une tradition, mais une tradition qui ne s'est pas beaucoup développée. Il y a eu des œuvres qui ont été publiées avant Gaï. Je pense au centrafricain Goye Midé, qui a publié Le silence de la forêt. Je pense à des auteurs comme Soni Labotansi, qui a publié Dans la vie et demi. Il y a des pages entières sur les pygmées. À l'époque, c'était les pygmées. Je pense à Zonyaba, qui a consacré aussi un livre sur les pygmées. Je pense à Ngoyingala, qui a écrit un essai assez percutant, qui s'intitule Lettre ouverte, lettre d'un pygmée à un bantou. Et j'ai eu le bonheur de préfacer ce livre-là. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Gaï ou l'affaire autochtone et les autres? C'est que les autres nous montrent en fait la chasse aux pygmées. Ce qui domine, c'est les bantous qui pourchassent les pygmées. Les pygmées se cachent, les pygmées s'enfuient, traversent la rivière, donc ils sont sur le qui-vive en permanence. Quand vient Gaï ou l'affaire autochtone, je me rends compte que le ton est différent et la problématique n'est plus tout à fait la même. Parce que ce qui intéresse l'auteur, Henri Diombo, dans ce roman, ce n'est pas en fait la chasse aux pygmées, mais c'est le conflit qui existe entre les pygmées et les bantous. Et son rêve dans ce roman, c'est d'amener les 2 communautés qui vivent ensemble, de les amener à continuer à vivre ensemble, de les amener à pratiquer ce qu'on appelait autrefois la coexistence pacifique. Et ce roman, justement, par des exemples précis. Première démarche, si vous voulez, pour amener donc le pygmée et le bantou à vivre ensemble et à continuer à se fréquenter, c'est le mariage. Le mariage, Nyamo est un bantou. Et Gaï est une pygmée. Et Nyamo, en dépit des préjugés, épouse Gaï, ont des enfants et vont de l'avant. Donc c'est une lutte contre tout ce qui est stéréotype, tout ce qui est préjugé. C'est-à-dire qu'il faut abolir les préjugés. Si on veut vivre en harmonie dans une société, il faut absolument abolir les préjugés. Donc c'est un livre qui est contre les préjugés.
quel qu'il soit. Aujourd'hui, c'est le Bantou et les Pygmées. Ça pouvait être deux communautés ethniques, ça pouvait être deux communautés nationales. Donc il faut bannir, il faut absolument abolir tout ce qui est préjugé. Deuxième point qui m'a séduit, c'est l'intérêt que l'auteur porte à l'école. Le roman commence par cela. Quelqu'un qui a fini ses études, c'est déjà l'école, qui a son diplôme, mais il est au chômage, mais il a la chance d'être recruté, il va donc dans un village, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de former et les autochtones et les bantous, et il met un accent particulier sur l'école. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est que un peu plus tard, il se remet aux études, Niamou. Il veut aller le plus loin possible, parce qu'il sait que la science, il sait que l'école est la clé, l'unique clé du succès et l'unique clé de l'avenir. Il se met à l'école et son épouse, la pygmée, Gaïli, lui envoie tous les pas. Elle faisait des études, en fait, tous les deux font des études d'anthropologie. Alors, ils prennent comme sujet de recherche, comme sujet de préoccupation, leur propre société, en dépit de ce que certains anthropologues, certains scientifiques occidentaux disaient, qu'on ne peut pas, un noir ne peut pas étudier sa propre société parce qu'il n'y a pas assez de distance, ils ne tiennent pas compte de cela. Ils étudient donc leur propre société. Ils produisent beaucoup de travaux sur leur communauté. Ces travaux sont publiés un peu partout. Et ce sont ces travaux qui leur donnent la chance d'aller à l'ONU, d'être reçus et de recevoir la mission qui a été la leur, d'aller essayer de mettre toutes les minorités ensemble, essayer d'étudier, de trouver une solution des minorités de par le monde. Le troisième et dernier point qui m'a séduit, c'est, comment dirais-je, c'est une leçon d'écriture. Ce livre est une leçon d'écriture. Si vous voulez apprendre à écrire un roman ou à écrire tout court, lisez Gaïli ou l'affaire autochtone. Il y a des descriptions, on est bien trouvé des descriptions là, je crois que c'est page, dans n'importe quelle page, il y a de très belles descriptions, surtout quand il s'agit de la nature. Et on voit que l'auteur est un connaisseur de la nature. Évidemment, je comprends, moi je sais que quand de la Victoire, ayant vécu au contact permanent avec la nature, avec l'eau, il est tout à fait normal qu'il ait cet amour pour la nature et il parle de la nature avec beaucoup d'émotion et beaucoup de conviction et beaucoup de... On peut prendre n'importe quel passage parce qu'on n'a pas eu l'occasion de lire les textes. Prenez n'importe quel passage. Oui, prenez, lisez. On disait habituellement que les autochtones ne feraient pas grand détail. Niamou découvrit une toute autre réalité. Un cinglant démenti aux idées reçues. Un corps harmonieusement ciselé s'offrait à sa vie. Ému, il perdit un peu de son assurance. Joseph s'est rendu compte que, sous l'arcade délicate de ses sourcils soulignés, il faut bien lire ça parce que c'est très joli. C'est très joli. Sous l'arcade délicate de ses sourcils soulignés, les yeux de la fille oscillaient entre le bleu et le vert. Il regardait sans mot dire, son visage sans maquillage ni tatouage, sa bouche sensuelle, sa poitrine provocante, son cou Zibala, ses épaules graciles, son ventre plat, ses doigts délicats, son teint chocolat, ses merveilleux ustensiles. En fait, je n'ai plus rien ajouté. Je n'ai plus rien ajouté.
une maîtrise, l'émotion, une maîtrise de ce que l'auteur dit, de ce qu'il veut transmettre. Donc nous avons affaire à un auteur à comprendre, un auteur majeur, un auteur. Et c'est pourquoi je m'en voudrais à moi-même si je n'exprimais pas mon sentiment par rapport aux exposés qui ont été faits. Je suis un peu fatigué, vous comprenez, c'est depuis le matin, que la voix lâche un peu, mais c'est pas grave. L'exposé du professeur Oubarika, bon, vraiment, il a su pénétrer l'œuvre et il l'a très bien rendu. Il faudra nous laisser le texte. Je vois que vous l'avez remis précipitamment dans votre sac. Mais on en aura besoin de l'exposé de mon jeune confrère, David Mouteba. C'est bien. Je vous encourage, peut-être pas le professeur Oubarika, parce que lui, il est déjà au sommet, c'est un chevronnier, mais j'encourage Mouteba et les autres qui réfléchissent et qui travaillent comme lui, de poursuivre leur travail, de poursuivre leur réflexion, de poursuivre leur recherche. Nous avons besoin aujourd'hui de critiques qui parlent de nos œuvres à partir de nous-mêmes. Parler de nos œuvres à partir de l'ailleurs ou de l'Occident, je crois que nous devons dépasser cela. Nous avons qui sont expérimentés, qui ont des choses à dire, il faut qu'ils apprennent à les dire. N'hésitez pas à entrer en contact avec les auteurs, pas souvent les auteurs font peur. Henri Diongo ne fait pas peur, donc il ne faut pas hésiter, profitez de sa présence ici pour lui poser encore 2 ou 3 questions. Je vous remercie. Merci. Il y a le patriarche. Le patriarche. Bonjour au ministre Diongo, que je connais très bien, qui est un ami, qui est une connaissance de vieille date. J'étais heureux lorsque j'ai appris qu'il allait venir. Je suis en contact avec le professeur Kaliman Jésus pour savoir quand il arrivait. J'aurais bien voulu être moi-même au but pour l'accueillir, mais j'avais d'autres préoccupations. Henri, bravo. Et bravo à toi. Tu continues et nous sommes d'accord avec toi parce que, comme il vient de dire Kaliman Jésus, on a besoin de te lire pour savoir ce que nous faisons, si ce que nous faisons est bon ou pas bien. Mais tu nous apprends à comprendre que c'est pas du bien ce qui nous est passé. La joie que vous éprouvez de participer à de telles rencontres, des rencontres littéraires, ça encourage les écrivains, ça encourage tous ceux qui sont liés à la production du livre. Nous venions de célébrer la journée. Non, on va célébrer la journée mondiale Du livre le 23 et des droits d'auteur. Dans une semaine, et des droits d'auteur. Et ceci fait déjà partie de la célébration. Absolument, c'est en marge. Alors, à la fin, je crois que vous proposerez un petit cocktail. Oui, oui. Les Campec, voilà. Vous voyez, c'est une petite bouteille, mais à 4, on n'a pas pu. Donc, vous allez boire le Campec, c'est une création personnelle. C'est une boisson bio, très énergétique. Donc, tonifiante. Tonifiante. Bon. Donc, vous allez goûter. N'ayez pas peur. Pour ceux qui auraient une brise. Donc, ce n'est pas un roman de trop, c'est un roman qui promeut le vivre ensemble, qui promeut des relations harmonieuses, intercommunautaires, qui promeut l'équité et la justice dans nos sociétés. Excellence, s'il vous plaît, votre roman sort aujourd'hui, alors que tout le monde sait qu'il y a la guerre des terres, l'accaparement des terres, les peuples autochtones qui aujourd'hui, on va dire, délocalisés sur la plupart de leurs terres ancestraux. Que pensez-vous que cet ouvrage va apporter à cette guerre existante actuelle? L'ouvrage
interpelle les décideurs, les autorités à tous les niveaux pour considérer la question autochtone comme essentielle pour régler les conflits